François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft, et pas n'importe quel moment de Lovecraft, même si chaque année il a toujours, comme plein de gens de son époque, un petit calepin pour noter les choses à faire, les choses faites, les choses payées, les choses qui sont dues, les numéros de téléphone, les pointures des chaussures, etc. Mais 1925, une année particulière parce que le 31 décembre dernier, il s'installe à Brooklyn Heights, dans un immeuble d'un quartier populaire, 169 Clinton Street, et il n'en déménagera que le 6 janvier 1926 pour repartir à Providence, donc une année complète à New York, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y reviendra pas, même pour y faire des séjours plus ou moins longs en 1930, en 1931, même en 1928, bizarrement, quand Sonia, alors qu'ils sont déjà en situation de séparation, de divorce, mais elle réinstalle à Brooklyn, cette fois, un magasin de chapeaux, c'est sa spécialité. Lovecraft reviendra pendant quelques semaines et réhabitera avec elle le temps de l'aider à installer cette boutique. Donc un rapport à New York complexe, mais surtout qui nous intéresse dans son histoire d'écriture. Il commence dès l'adolescence par tout simplement même éditer des petits faire-part ou des agendas de la Lune et des éclipses ou d'autres choses astronomiques éditées pour le voisinage et dans le voisinage. Ensuite, ce sera même ces chroniques astronomiques qu'il tiendra grâce à Winslow Upton, cet astronome qui l'accueille, l'enfant déscolarisé, qui vient de perdre, qui est déjà orphelin de père et qui perd son grand-père, la grande figure tutélaire, Whipple Phillips, l'univers familial. Il l'accueille dans ce Ladd's Observatory, et pour Lovecraft, ce sera le biais d'entrer dans l'écriture, le biais ensuite d'intégrer assez rapidement cette union des journalistes amateurs qui comporte des associations locales, en particulier lui, ce sera celle de Boston, Providence Boston, c'est 1 heure de train, il s'y rendra une journée par semaine, il va en prendre même la présidence, la responsabilité éditoriale dès 1920-1921. Il passera justement, parce qu'il publie, de la critique scientifique à la critique littéraire, tout ça d'ailleurs se superposant en permanence. Il donnera même des conseils d'écriture alors qu'il n'a rien encore écrit. Et puis en 1921, peut-être aussi parce qu'ils reçoivent à Boston des gens comme Dunsany, ils glissent dans l'écriture de la fiction, simplement d'abord timidement en transposant des rêves, mais là aussi parce que ces rêves, il peut les envoyer à des amis, à des correspondants de cette association du journalisme amateur, et ce glissement s'établit petit à petit dans les années 20, 21, 22. On a toute une floraison de textes qui sont les embryons des grandes fictions à venir, puisque après son départ de New York, il ne lui restera que 10 ans à vivre. Il meurt à 46 ans. Alors tout ça, je le répète un petit peu tous les jours, tout simplement parce qu'il y a des gens qui passent. Bonjour, vous qui arrivez pour la première fois dans notre petit rituel pour explorer, déchiffrer ces 3 ou petites lignes de carnet, souvent extrêmement sibyllines, mais à partir desquelles s'ouvrent des tas de pistes de bifurcation, des noms. Alors la variation aujourd'hui, c'est cette phrase « Incomplete response received from application ». Mais oui, je suis où là ? Eh bien, je suis sur justement le site de la Brown University où on a la version numérisée du Diary de Lovecraft. Et donc on va être obligé pour la première fois de faire sans eux et ce magnifique boulot de numérisation qu'ils ont fait. C'est la 2e fois que ça arrive, mais là, visiblement, c'est toute la journée. Alors, ils ont peut-être des travaux sur leur serveur et tout ça. J'ai fait des efforts, pourtant. Je me suis même connecté. Je me suis dit, c'est peut-être des trucs internationaux. Alors, j'ai ouvert mon NordVPN et je me suis connecté au plus près. Je me suis connecté depuis Boston, mais non...
ça ne change rien, donc tant pis. Mais, vous pensez bien, parce que ça remonte déjà à 2 ans quand ils avaient mis ça en ligne. Moi, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a ce travail. S'il n'y avait pas eu ces préparations, je ne pourrais pas tenir là, ce marathon. J'avais déjà numérisé dans mon ordinateur, là voilà, dans toute ma doc Lovecraft, j'avais déjà fait 84 copies écran. C'était juste un petit pense-bête. C'est évidemment pas la même qualité, mais j'avais fait une petite sauvegarde. Donc la voici. On est quand même dans ce fac-similé du Diary de Lovecraft. On est samedi 25, vendredi pour nous, samedi pour eux. On a 2, 4, 6 lignes et demie serrées parce qu'ils débordent sur la marge. Oui, que la semaine prochaine, on aura beaucoup de boulot aussi. C'est compliqué, c'est concentré, même si c'est souvent les mêmes gens qu'on croise, les mêmes trajets qu'on fait, les mêmes équipés en librairie. Tiens, tout d'un coup, on aura un cinéma, mais là, il y va donc une fois de plus avec Belknap Long et une fois de plus, on ne saura pas ce qu'ils vont voir, etc. Aujourd'hui, samedi 25, vous voyez qu'il faut se débrouiller. Là, on n'a pas les fonctions de grossissement là, de quand leur site est en état de marche. Stay up. La nuit dernière, il ne s'est pas couché, mais il n'y a pas le mot right, c'est-à-dire qu'il a passé la nuit à lire. Je suis totalement raccord avec ce sur quoi on a fini hier. Et dans la matinée, quand monsieur émerge de ses lectures, ah, c'est le jour du ménage. Alors, une fois, dans une lettre. Alors ça aussi, c'est des petites choses. Dans la lettre à sa tante, il dit qu'il prend les poussières, c'est son expression, avec le mot dust, une fois tous les 3 jours, mais qu'une fois par semaine aussi, il balaye. Tout ça est très codé pour Lovecraft. Mais on est tombé sur le jour du ménage. Sonny, c'est-à-dire Frank Belknap Long, et puis Out to Bookstalls. Bookstalls, c'est les repères à livres, les bouquineries, les librairies d'occasion ou de neuf et d'occasion mêlées, mais eux, c'est toujours leur stratégie, des bouquins publiés il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qui n'intéressent personne, sauf eux, et donc quelle bonne affaire on peut y effectuer. On aura des petites choses plus énigmatiques. Le masque de Keats. Alors, comme là, leur serveur est en rade, on va directement aller voir mon PDF. Alors, comme leur serveur est en rade, on va directement aller voir mon petit envoi. Je viens de l'ouvrir, non pas en PDF, mais dans ce qui est ma table de travail Word. Vous savez qu'aujourd'hui, on a 14 pages parce que j'ai un gros document en annexe. Je vais vous en parler. Je vais supprimer cette colonne pour qu'on puisse grossir au mieux. Donc, voici le fac-similé que je n'arrive pas à obtenir sur le site de la Brown. On a évidemment pour ce fac-similé une transcription que je vais toujours vérifier aussi sur celle de Steve Yoshi, mais c'est extrêmement rare qu'on ait des choses à repréciser ou des divergences parfois d'une lettre. Ça donne quoi? Alors en respectant bien évidemment les tirets, les majuscules. On s'en va avec, ou on rejoint plutôt, alors est-ce que c'est Belknap Long qui est venu à Brooklyn, puisque très souvent c'est près dans le quartier de Fulton Street qu'ils ont leur librairie préférée. Évidemment, Brooklyn, les loyers sont moins chers qu'à Manhattan, donc il y en a beaucoup qui ont plus là de choix, ou bien c'est lui qui l'a... je pencherais plutôt pour Brooklyn parce que Back for Dinner, c'est-à-dire qu'on est là dans l'après-midi et il revient comme pour un habituel sandwich au fromage dans sa chambre du 169 Clinton Street. Et là, un moment d'écriture. Est-ce qu'il ne change pas? George Kirk, le voisin d'au-dessus,
call, c'est-à-dire tout simplement il frappe à la porte et ensemble on rejoint, devinez qui, Samuel Loveman, et où on le rejoint, à l'automate. Et une fois qu'on a cassé la croûte, bah oui, il avait déjà mangé lui. Bah oui, mais depuis, il a écrit, donc ça donne faim d'écrire, et puis à l'automate, peut-être simplement qu'il prend un café, et puis il y a quelque chose de très important quand on est à l'automate ou au Tiffany. Ah non, Tiffany, ce sera seulement tout à l'heure, c'est de lire les journaux, puisqu'on peut lire les journaux gratuitement. De là, on remonte chez Samuel Loveman, et là, il y a cette expression, comme on n'a pas de lettres à l'attente pour s'appuyer, Keats Mask. Alors le masque, est-ce que c'est c'est le masque mortuaire de Keats? Et vous savez qu'il y a, donc à la Public Library, sur la 5e avenue, il y a eu, je ne sais pas si elle est encore en cours, mais enfin en tout cas, cet hiver, Lovecraft est allé 3 fois visiter avec Belknap Long, avec Sonia, avec Kirk, cette exposition de la collection Morgan. Et dans la collection Morgan, beaucoup de manuscrits, d'éditions originales, et il y a un petit médaillon avec une mèche de cheveux de Keats. Pour eux, c'est des objets religieux. Alors Loveman travaille à Manhattan. Plusieurs fois, on allait le chercher à la sortie de son travail. C'est encore arrivé là, juste avant le départ de la balade à Washington. Il travaille dans une librairie, mais une librairie de bibliophilie. Donc, quelque chose qui n'est pas, là, c'est Bookstalls. Alors, est-ce que Loveman a déniché un livre dans lequel on a une gravure représentant le masque mortuaire de Keats? Bon, rêvons, gambergeons, hypothèse, pas hypothèse, ça n'a pas une telle importance. Le soir, alors il y a ce BBC, le Blue Pencil Club. Alors le Blue Pencil Club, c'est une association qui fait partie du journalisme amateur. Sonia, qui en est la présidente en exercice pour toute l'année 1925, même si avec tous ces problèmes, elle sera contente de repasser la patate chaude, a bien enjoint à Lovecraft de continuer, puisqu'il est à Brooklyn, là, de participer à ces réunions. Il le fait d'autant plus que souvent ça a été par exemple un hommage à Rogue, ce vieux monsieur qui vient de passer les 92 ans. On a écrit des poèmes de circonstance. Et une autre fois, ils ont donné, et Lovecraft n'y est sans doute pas pour rien, leur prix à cette humble personne, une belle personne qui s'appelle Reinhard Kleiner, donc qui est un ami proche de Lovecraft. Ça, c'était il n'y a pas longtemps. On essaye de ne pas faire trop tarder ça, mais de toute façon, la nuit est à eux. Donc, retour à la maison. On monte à l'étage du dessus chez George Kirk. Alors, est-ce que tous étaient au Blue Pencil? Kirk, déjà, il nous le dit, lui, dans ses lettres, il n'y va plus. Il dit, si c'est pour s'ennuyer, j'ai déjà bien assez d'occasions de m'ennuyer tout seul. Donc, il retrouve Kirk. Et peut-être que chez Kirk, il retrouve Kleinert et Loveman. Et c'est bien probable que Lovecraft soit allé seul au Blue Pencil Club il devait se ronger. Qu'est-ce qu'ils se disent les autres? Qu'est-ce qu'ils font les autres? Il y a Kleiner et Loveman qui sont là chez George Kirk, et puis moi je m'emmerde au Blue Pencil Club. Je fais un peu le clown. Mais en gros, c'est quand même un peu ça l'ambiance, et vous allez voir. Et ensemble, on descend au Tiffany pour lire les journaux et boire du café. On remonte, là il est seul, il écrit, et cette fois ira dormir. Voilà. Alors, c'est ça cette phrase que j'avais relevée. I dust only once in 3 days. C'est-à-dire, tous les 3 jours, je prends la poussière. L'expression prendre la poussière, elle était classique. Par exemple, c'est l'expression qu'on trouve dans Simenon, c'est Madame Maigret. Madame Maigret prend la poussière. Combien de fois on a cette expression? Et balayer le sol, sweep only once a week. Il dit aussi que pas besoin de vaisselle, puisque de toute façon, la plupart du temps, on mange dehors. Et puis, il lui faut une assiette et une tasse, et ça suffit. Alors maintenant, on va aller voir le New York Times. Avant peut-être le New York Times, tout simplement ce que je vous ai mis. Alors, comme on n'a pas de lettres aux tantes, chaque fois, moi je refais un tour, là, il y a toute la correspondance, mais il y a très très peu de lettres, puisque
Les lettres, c'est quand il est seul à Providence ou quand il est en voyage. Mais à quoi bon écrire, puisqu'on voit les amis tous les jours. Et par contre, il y a toujours cette relation avec Maurice Moe. Alors, Maurice Moe, qu'on voit ici photographié avec Lovecraft, qu'il dépasse d'une bonne demi-tête. C'est quelqu'un qui est plus âgé, mais qui est à la fac de Madison, Wisconsin. J'ai eu la chance aussi de cette grande université près du lac, dans une ville où il n'y a que l'université, et sa rue principale. Mais grand sentiment rétrospectif pour Madison, Wisconsin, et qui a été là-bas un des pionniers de cette association de journalistes amateurs. Donc la première lettre date du 8 décembre 1914, donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils s'écrivent avec Maurice Moe. C'est que récemment, c'est là qu'on avait trouvé le plan détaillé de comment il s'installe. Voilà. Dans le 169 Clinton Street, là où il y a les chaises, là où il y a son bureau, là où il y a le guéridon, les alcôves, les bibliothèques, etc. Des documents extrêmement précieux. Et toujours vérifier, tiens, est-ce que par hasard, Et je suis retourné me balader un petit peu dans des lettres avant. Et en particulier, j'ai une lettre de mai 1919. Ce qui m'a attrapé, c'est qu'il y avait le mot phonographe. Alors évidemment, quand tu vois le mot phonographe, tu craques. Et je suis tombé sur un passage. Je me suis dit, oh non, ça, faut que je le partage tout de suite. C'est une lettre du 15 mai 1918. Et le mot phonographe est ici, directement. Et voilà ce qu'il raconte tout d'un coup. M'intéresse énormément votre expérience en tant que star du phonographe. Ouais, on dit play, on dit jouer du phonographe, jouer un disque. Donc il est star dans la manière de s'intéresser à la musique enregistrée. Et là, il lui raconte, il y a plus de 10 ans, donc en 1908, donc il a 18 ans, j'ai eu l'idée de détrôner Caruso en tant que plus grand chanteur lyrique au monde. Et j'ai donc infligé d'étranges et merveilleuses ululations à un disque Edison parfaitement innocent. Lovecraft, mais c'est sur un phonographe. Il habite 598 Angel Street. Il habite encore avec sa maman. Il pose le disque de Caruso sur le phonographe et chante en playback avec Caruso. Ma mère a en fait très apprécié le résultat. Les mères ne sont pas toujours des critiques impartiales, mais j'ai veillé à ce qu'un accident fasse rapidement disparaître les preuves compromettantes. Plus tard, j'ai tenté quelque chose de moins ambitieux, une ballade simple, touchante et plaintive à la manière de John McCormack. Le résultat fut meilleur, mais cela me rappelait tellement les gémissements d'un fox terrier mourant que je l'ai négligemment laissé tomber peu après l'avoir enregistré. Ce qui est bizarre, c'est qu'il dit enregistré. Donc est-ce que Lovecraft, on aurait un enregistrement de sa voix que lui-même aurait détruit, mais qui a existé quand même, où il chanterait là une ballade? Rien de plus pour l'instant. Depuis, dit-il, j'ai limité mes talents artistiques à la littérature. Mon chant est d'une excellence trop recherchée pour plaire à un public peu averti. Et le prétexte, c'est qu'il a appris que Maurice Moe, lui, a procédé, on est en 1918, nous on a un enregistrement d'Apollinaire qui date de 1913, sur le pont Mirabeau coule la Seine. Et Moe, donc s'étant enregistré, Lovecraft part sur cette improvisation. Si vous m'envoyez un enregistrement de votre voix, je suis sûr que je trouverai un magasin ou une école de commerce dans les environs, ou que je trouverai un magasin ou autre commerce dans les environs où il pourra être écouté. Ben oui, parce qu'il n'a pas, lui, de phonographe à New York. Mais ça, je serais très heureux d'entendre l'agent attique de l'honorable chef Clay Comolo. Alors, Clay Comolo, c'est leur groupe à l'époque. Reinhard Kleiner, qui est déjà là. Lui, c'est quelqu'un qu'on connaît plus mal. C'est quelqu'un qui s'appelle Ira Cole. Ira Cole, lui, est dans le
Kansas. Il est responsable d'une revue. Et c'est parce que Maurice Moe est en contact avec ce Ira Cole qu'ils l'ont associé à leur cercle de correspondants. Parce que chacun publie dans son coin et on se publie les uns les autres. Et puis, bien sûr, Moe pour Maurice Moe et Lowe pour Lovecraft. Craig Comolo. Ces Craig Comolo reviennent très souvent dans les correspondances de l'époque, même si Cole ne dispose peut-être pas des équipements nécessaires pour l'écouter. Y a-t-il un phonographe en 1918 dans le Kansas? Eh bien, on ne sait pas. Cependant, un ancien éleveur des plaines possède peut-être un ancien phonographe capable de lire des cylindres. Ouais, on venait juste de passer des cylindres au long play. Allez, ce passage m'intéressant, j'ai scanné la lettre et c'est une transcription. Pour moi, c'est une discussion qu'on a déjà eue. Cette transcription, ça permet de traduire, mais il faudrait 5 jours. C'est sûr que je ne pourrais pas transcrire avec nos outils d'aujourd'hui. Oui, on peut, ça permet de travailler. Et cette lettre extraordinaire, parce que Maurice Moe reproche à Howard Phillips Lovecraft son athéisme. Et il lui répond sur la question de croire en Dieu ou pas. Et puis ça part aussi sur la prohibition, sur le rapport par exemple à l'alcool de la Russie ou de la France, ou le sien propre. Alors ça donne quoi quand il parle philosophie? Vous oubliez une impulsion humaine qui, malgré son caractère limité à un nombre relativement restreint d'hommes, s'est révélée tout au long de l'histoire aussi réelle et vitale que la faim, aussi puissante que la soif ou la cupidité. Je n'ai pas besoin de préciser que je fais référence à l'attribut le plus simple et le plus noble de notre espèce, le désir aigu, persistant, insatiable de savoir. Vous rendez-vous compte que pour beaucoup d'hommes, le fait que les choses qui les entourent soient telles qu'elles apparaissent ou non fait une différence énorme et profonde. Voilà, et ça c'est le plaisir qu'on peut avoir bien sûr dans la correspondance de Howard Phillips Lovecraft, et il m'est arrivé un accident. Alors c'était quoi l'accident? Je vais au scanner, je fais le truc, et je cherche, mais elle est où cette lettre? Je ne savais plus où était ma lettre. Et je tombe sur un autre passage. Et l'autre passage, c'est quoi? L'autre nuit, je me suis réveillé. Soudainement, je me suis retrouvé assis à une table, avec un stylo et un papier à côté de moi. Le gaz n'était pas allumé, mais une lumière singulière semblait envahir l'appartement. Alors que je cherchais la source de cette lumière, mon regard s'est posé par hasard sur un miroir voisin. À ma grande stupéfaction, j'ai découvert qu'une langue de feu mystérieuse dansait dans l'air au-dessus de mon front. Lorsque j'ai allumé le gaz, la flamme a disparu. Je me suis tourné alors vers la table pour voir ce que j'avais écrit. J'ai constaté que tout était écrit dans des caractères absolument inconnus. Le lendemain, j'ai apporté des feuilles de papier au département de linguistique de la Brown. J'ai supplié le professeur B de traduire cet étrange texte. Il n'a même pas pu identifier l'alphabet utilisé. Il s'agissait d'hébreu cursif, etc., etc. Qu'en dites-vous? Ah, vous êtes sceptique? Suis-je soudainement devenu dément? Alors quand vous tombez sur un petit passage comme ça, évidemment, on l'installe ici, ce rapport à la nuit, ce rapport à allumer le gaz, la flamme, aux hallucinations, et puis surtout cette figure. J'écris là parce que j'écris depuis mon sommeil, et ce que j'écris se révèle en caractère inconnu. Mais c'est exactement le début de Cthulhu. Or là, on est en mai 1919. On est 7 ans avant ce récit initial de l'appel de Cthulhu, qui sera ébauché à New York. Les plans, les notes, la construction, et qui sera rédigé en 1926, au retour de Providence. Alors, ces petits PDF, c'est ça. Ce passage-là pour le plaisir, la transcription parce que ça, il faut bien qu'on fasse le boulot, et un article du New York Times que je traduis. Il va s'agir de quoi aujourd'hui? Il va s'agir des cochons de Central Park. Allons-y voir.
Alors, New York Times, là, aucun problème d'accès. Allons-y voir. On est bien le samedi 25 avril 1925 et dès la première page, évidemment, toujours à ramasser, toujours nos curiosités qui se mettent à frétiller. Frétiller de quoi? Le changement d'heure. C'est tous les ans. Est-ce qu'il faut continuer le changement d'heure? Oui, mais bien avant le changement d'heure, déjà, je me souviens même dans les périodes où c'était l'usine. Quand c'est l'été, au lieu d'embaucher à 7 heures, ben, t'embauches à 6 heures. Donc le changement d'heure s'est fait bien avant le changement d'heure. On ne va pas faire passer du temps trop là-dessus. Mais à New York, en 1925, quand arrive le printemps, clocks to be set forward an hour tonight for Daylight Saving Time starting Sunday. Ce dimanche, demain, New York pratique aussi déjà le changement d'heure. Une information qu'on reprend uniquement parce que, non pas pour la curiosité ni pour l'anecdote, mais parce que Babe Ruth est un marqueur important pour nous, tout simplement parce que cette grande vedette, cette star du baseball américain, ces années-là, c'est quelqu'un... c'est le même destin, c'est le même âge, non, justement, c'est le même âge, les mêmes villes, les mêmes circuits, et puis les vies sont tellement différentes. Et Babe Ruth, c'est qu'il a eu des gros problèmes de grippe, d'abcès, d'une blessure à la tête un peu bizarre dans les circonstances, dans un train sans qu'on sache vraiment pas à quoi c'est dû. Mais là, c'est sa pauvre épouse qui fait une crise nerveuse telle, à force de se soucier pour lui, qu'on est obligé de l'hospitaliser dans le même établissement, 2 étages au-dessus. C'est tout. Mais c'est dans le journal. Et mes cochons, eh bien, c'est un article un peu rigolo. C'est jamais signé les articles. Des fois, on aimerait parce que c'est trop rigolo. Alors, c'est celui que j'ai traduit, tout simplement parce que les éleveurs de Chicago se plaignent. Oh, la viande de cochon, ça rapporte pas ce que ça devrait. Oui, mais à Central Park, c'est des revenus à 130%. Pourquoi et comment? Eh bien, parce qu'ils ont acheté un cochon, et il avait acheté $20. Et le cochon a eu des petits cochons. Et on a revendu les petits cochons, et ça a fait $50. BNF, 2 fois et demi le prix de l'investissement initial. Les éleveurs de Chicago, vous croyez qu'ils ne sont pas jaloux un petit peu? Mais ça, c'est juste une entrée en matière. C'est juste que le responsable du parc de Central Horizon, vous savez, il y a eu cet accident là, il y a 10 jours de ce grand babouin, Duke, qui s'était échappé par une lucarne et les gardiens l'avaient abattu. C'était pas une histoire très plaisante, surtout ce qu'on en fait des singes. Ils sont habillés, on leur fait faire du vélo. Et puis il y a des grilles partout, donc ils ont un petit peu à se réconcilier dans leurs opérations de communication. Et le directeur du petit zoo de Central Park dit « Mais c'est incroyable, parce que les gens, en fait, les lions, les girafes, c'est devenu maintenant quelque chose de si commun de s'intéresser que quand les enfants viennent, ce qu'ils n'ont jamais vu, et ce qui les fait s'extasier, c'est nos cochons. » Voilà l'article que j'ai traduit. On ne s'attarde pas. Un petit tremblement de terre dans le Massachusetts, mais on a déjà eu un tremblement de terre il y a 3 semaines. Plus grave que ça, puisque ça a même touché New York et Providence. À ça, en Arizona. Alors en Arizona, on a construit un grand barrage sur le lac. Le lac Roosevelt, qui est un établissement majeur du point de vue de l'architecture hydraulique. C'est un immense barrage construit façon 1925. Quand on voit les photographies, alors je n'en ai pas repris dans le PDF parce que en gros, c'est trop archétype, mais quand même, les locaux pour les turbines, on les fait comme on fait à l'époque les buildings, un peu avec des échauguettes ou des choses qui rappellent les architectures gothiques. Mais cette année-là, l'eau a beaucoup baissé et on a retrouvé des ruines
Alors, dans les falaises de l'Arizona, il y a évidemment il y a les habitats des Premières Nations, mais là on trouve une ville et les ruines géométriques d'une ville immense qui émergent justement parce qu'elles étaient au fond du lac et que, avant de remplir d'eau, on ne voyait rien. Mais là, comme l'eau a toute érodé, cette ville apparaît et les archéologues, c'est une ville qui pourrait avoir 5000 ans ou 6000 ans. Oui, parce qu'elle est de l'âge des vieilles cités qu'on commence à découvrir au Mexique. Et ça veut dire que cette fascination des vieilles cités, le rôle des cités inconnues, des cités disparues, dans l'œuvre fictionnelle de Howard Phillips Lovecraft, est-ce que c'est une singularité qui lui est propre ? Non, c'est aussi que cette curiosité-là, on est dans un pays de si jeune émigration. Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en 1492, évidemment, ça aux oubliettes. Mais de quel droit on s'approprie ce territoire si ce territoire était occupé il y a déjà 5000 ans ou 6000 ans? Et c'est des questions qui obsèdent l'inconscient collectif. Et ça nous aide aussi, quand on lit les fictions de Lovecraft, mieux comprendre ce qui, dans le passage à la narration, et ce qu'on construit de l'histoire à travers ce motif de l'imaginaire, comment il transperce aussi un inconscient collectif, ou bien ce qui lui permet de s'appuyer pour dépasser, pour traverser, c'est précisément qu'il s'agit aussi d'un inconscient collectif. C'est petit tout ce que je dis, mais c'est cette somme de choses très petites qui nous aide progressivement à comprendre. Edgar Poe n'avait pas accès à ce genre de savoir ou à ce genre d'inconscient. Par contre, là, oui, avec les moyens, la photographie, avec la presse, avec le barrage en lui-même, on y a accès. Et là, on y est dans notre boulot. Qu'est-ce qu'on a comme richesse et comme trésor dans notre journal ? Toujours ce petit encadré, tiens, c'est nouveau en ce moment qu'ils mettent comme ça en milieu de page. Alors là, il s'agit de William Beebe, notre ami. Là encore, comme Babe Ruth, un marqueur privilégié, toujours parce que c'est quelqu'un. Lui, il est un peu plus âgé que Lovecraft. Il arrive là, bientôt, il est entre 50 et 60. C'est que son bateau, l'Arcturus, et après les Sargasses, a traversé le canal du Panama et est parti en pleine direction sud-ouest vers les Galapagos. On a perdu le contact radio pendant un temps. Cette fois-ci, c'est directement Beebe qui lui-même a pu transmettre par télégraphe, c'est relayé par des bâtiments de la marine, ce qu'ils font au jour le jour. Et ce qu'ils font au jour le jour, c'est ces îles qu'il nomme, qu'il découvre. Il dit qu'il plonge tous les jours, mais que pendant qu'il plonge, ses assistants sont là à scruter à la surface avec des harpons, tout simplement, pour dissuader les grands requins. On est en pleine aventure, là. Dans les terres inconnues? Non, dans les fonds sous-marins inconnus. Et là encore, on se retrouve en plein là-dedans. Ce qui structure l'imaginaire de Lovecraft. C'est-à-dire la part inconnue dont on va se saisir comme inconnue pour introduire un récit qui puisse rendre poreuse la réalité. J'exagère ou j'exagère pas? Non, j'exagère pas. Une expédition allemande qui s'en va vers l'Everest. Des mineurs, pour une fois, une catastrophe minière qui se règle. Et les gars ont réussi à éteindre le feu de grisou qui se propageait dans la mine. Ils étaient 14 pris dans un tunnel. Ils ont réussi à mettre en place des pompes et à ressortir ouf, pour une fois. Quelque chose totalement à l'opposé de ce qu'on lit en général, en permanence. Alors, en l'honneur de nos 14 mineurs, parce que ça a dû être un drôle de truc pour les gars. Éteindre le feu, voir l'eau qui monte, arriver à rétablir une pompe, et finalement à remonter les galeries et les tunnels, revenir à l'heure du jour. Pour une fois, c'est une belle fin, non? Et quand, dans l'abîme du temps, on remonte de la ville souterraine, à travers catastrophes, à travers écroulements, à travers poursuite d'êtres mystérieux. Ce qui se produit pour
le narrateur dans l'abîme du temps pour réchapper de sa ville australienne inconnue sous le sable. Vous croyez que c'est pas exactement là, comme l'aventure des mineurs? C'est pour ça qu'on le fait, ce travail en permanence, au jour le jour. À demain.